Je voudrais aussi déjà féliciter tous les trois intervenants dans cette mise en perspective. Et comme Didier me l'a demandé, donc je vais essayer de prolonger un petit peu par rapport à un regard avec une certaine hauteur, comme tu me l'as demandé. Et j'essaierai quand même de terminer avec un aspect un peu plus concret vis-à-vis du traitement des effluents de cave. Donc, juste pour rappeler un petit peu nos activités au sein de l'IFV, c'est vrai que l'énergie, notamment en liaison avec l'effet de serre, mais l'ensemble des sujets liés au développement durable sont maintenant très bien intégrés dans nos programmes. On a même une action que coordonne notamment Valérie Lempereur, qui est présente ici, de Villefranche, l'IFV de Villefranche, territoire, qui intègre une bonne partie de ces différents projets, qui vont des aspects très techniques, effluents. C'était ma première approche scientifique au niveau de mon travail du CIVC il y a plus d'une trentaine d'années, mais aussi maintenant les paysages, la biodiversité, et puis directement en lien avec notre sujet, donc les problématiques d'effet de serre, mais qui sont directement dépendants de l'énergie, les aspects adaptation au changement climatique, et puis de plus en plus aussi les notions d'indicateurs. Sophie l'a tout à l'heure évoqué, puisqu'on doit de plus en plus intégrer dans nos expérimentations bien sûr le volet énergie, effet de serre, mais aussi d'autres sujets divers. Alors j'ai mis, parce que je pense que les PowerPoints seront probablement diffusés, disponibles, donc j'ai mis quelques sites références, notamment par rapport à des projets européens, donc un projet qui n'est pas directement lié à la thématique d'aujourd'hui, Biodivine, mais pour ceux qui s'intéressent à la biodiversité, et puis donc les sujets effectivement programme EVT Climate, comme ça a été évoqué tout à l'heure, du e-learning, mais plus adapté, enfin plus en lien avec les changements climatiques, Eco-Winery. Donc Julien l'a présenté tout à l'heure, donc un travail que nous avons l'occasion de coordonner ce projet avec Sophie, qui est intervenue tout à l'heure. Également un programme en cours, Adwine, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui vise à développer un système de méthanisation des effluents. Et enfin, un dernier programme en cours, avec un site provisoire, le site est en cours d'établissement par Sophie, justement, qui participe à ce projet, Adviclim, sur les aspects à la fois adaptation et atténuation vis-à-vis des changements climatiques, coordonnés par nos collègues du CNRS de Rennes, l'équipe d'Hervé Quenol. Voilà. Alors, donc les énergies fossiles, le côté énergétique comporte un double enjeu. Donc, évidemment, ce sont des énergies fossiles qui sont épuisables, même si on peut retrouver un certain nombre de sources potentielles dès lors que le niveau de prix de l'énergie, donc à l'image effectivement des gaz de schiste, par exemple, qu'exploitent notamment les États-Unis, mais au final, dans une vision à l'échelle de plusieurs générations, eh bien, on devra se passer des énergies fossiles. Certes, il y a un renouvellement, mais extrêmement lent, à l'échelle effectivement de quelques siècles. Donc renouvellement sur plusieurs millénaires. Et puis, d'un point de vue environnemental, bien sûr, beaucoup de ces énergies contribuent à augmenter la teneur en gaz carbonique de l'atmosphère, qui, vous le savez, est un des facteurs principaux de l'effet de serre, probablement source de changements climatiques significatifs. Alors, bon, c'est une diapo que j'aime bien présenter donc quand je fais des présentations au niveau de la formation dans les masters, juste pour montrer que finalement cette consommation d'énergie que là j'ai pris par habitant a beaucoup progressé tout au long de l'histoire de l'humanité. Donc depuis l'homme qui a découvert le feu, première source d'énergie, traction animale, et c'est vraiment la révolution industrielle qui est associée à la fois énergie fossile et technologie, qui a été un formidable support de développement, bon, avec quelques conséquences négatives, mais globalement positives, je pense, pour l'humanité, mais qui, du coup, s'est effectivement accompagné par une augmentation de notre consommation énergétique individuelle, vie domestique, mais aussi associée aux activités agricoles industrielles, et concomitante, puisque les progrès ont aussi concerné la médecine, et donc concomitante à effectivement une augmentation de cette natalité. Donc quand on croise la population en perpétuelle augmentation, probablement une stabilisation autour de 8 milliards, avec l'impact individuel, l'empreinte individuelle énergétique,
qu'on pourrait aussi reprendre pour d'autres facteurs comme l'eau, la biodiversité, eh bien, on arrive effectivement à un impact planétaire très significatif. Donc, à la fois en termes de consommation d'énergie non renouvelable et en termes d'impact sur l'effet de serre. Et comme le montre effectivement la carte d'illumination nocturne de la Terre, avec une différenciation selon les pays au niveau mondial, mais les pays évidemment émergents souhaitant effectivement un mode de développement proche du nôtre et avec des consommations énergétiques aussi plus importantes, même s'ils bénéficient de technologies plus avancées par rapport à celles qu'on avait il y a 30 ans ou 40 ans. Donc tout cela fait partie, pour ouvrir un petit peu l'horizon de cette conférence du développement durable, avec les 3 piliers classiques environnemental. C'est le côté, disons, le plus opérationnel par rapport à l'activité effectivement du viticulteur. Le côté économique, donc c'est une viabilité sur le moyen terme et long terme. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre des techniques qui remettent en cause la pérennité des exploitations. Et puis, donc, l'aspect social ou sociétal, avec, bon, c'est des sujets, je pense que vous aurez l'occasion de voir d'ici quelques années, la norme ISO 26000 sur l'aspect social du développement durable, qui est en cours d'application au niveau de la filière, notamment par mon collègue Yann Chabin de l'Université de Montpellier. Donc, c'est aussi cette vision sociale à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire. Donc, quels sont nos impacts au travers de notre mode de vie, au travers de nos itinéraires, par rapport à un volet social qui est émergent, mais qui sera pour vous important d'ici quelques années. Alors, pour faire très court, c'est toujours bien, quand on veut mettre en perspective, d'avoir une vision historique. Bon, c'est vrai que les premières démarches environnementales de notre filière ont reposé majoritairement sur une approche raisonnée, intégrée, au niveau de la viticulture, à partir du constat que les traitements systématiques peuvent amener des problèmes de résidus et de résistance. Donc avec effectivement le concept, la vision de notre terroir, qui n'est pas simplement un support physique, mais ce que j'appelle un écosystème culturel, donc un milieu en équilibre. Et donc ça, c'était la base de beaucoup de démarches environnementales viticoles. Et puis à partir des années 90, a émergé le concept de développement durable, et c'était le constat que nos impacts étaient plus simplement à une échelle locale, plus simplement non plus au niveau du temps sur un temps très court, mais pouvaient concerner les générations futures. Donc c'est là qu'a émergé la notion qui nous intéresse aujourd'hui de ressources naturelles, et puis qui peuvent être épuisées, et c'est le cas de beaucoup de sources d'énergie, les problèmes de biodiversité, de pollution de l'air et d'effets de serre. Donc là aussi, ils sont directement en lien avec, effectivement, la thématique énergétique. Et puis, donc, tout le monde veut, effectivement, être vert, tout le monde veut avoir une communication positive, donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, greenwashing, au niveau du terme anglais, donc par rapport à des démarches très communicantes et peu opérationnelles, et d'où l'idée d'établir des indicateurs, une structuration des démarches et des analyses objectives de type analyse de cycle de vie, donc telle que l'a présenté Sophie tout à l'heure. Alors le pétrole, c'était un petit peu l'objet de la question de tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est très fluctuant par rapport à une demande, par rapport à un contexte géopolitique mondial. Des conflits peuvent amener effectivement des restrictions de possibilités d'extraire du pétrole. Et donc c'est fluctuant. Ceci dit, sur le long terme, considérant que c'est quand même une source épuisable, même si on peut avoir de nouvelles ressources lorsque le prix augmente, eh bien, tendanciellement, on pense qu'on aura effectivement une augmentation significative du prix de l'énergie, mais ça sera vrai pour l'eau, ça sera vrai pour tout ce qui nous paraît qui nous paraissait illimité il y a quelques décennies, et dont on s'aperçoit qu'effectivement, ça peut devenir problématique. Et puis, en ajoutant également le facteur risque, c'est vrai qu'on a sûrement des gisements importants dans le pôle Nord exploitables avec la fonte des glaces, mais quid demain d'une marée noire que l'on aurait dans cette région par rapport aux impacts. Donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre ce schéma un peu humoristique. Alors, donc la consommation, c'était un petit peu présenté tout à l'heure, donc a considérablement donc augmenté à l'échelle individuelle. Et donc le débat en ce moment par rapport à cette demande énergétique qui est liée forcément à de l'effet de serre, c'est aussi celui des pays émergents. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps. Les Chinois n'aspirent qu'à une chose, c'est un mode de vie occidental
et même, je dirais, très occidentale. Hein. Quand on va dans des hôtels en Chine, malheureusement, c'est pas toujours de l'économie d'énergie. Et donc, il y a un vrai débat, et on ne peut pas légitimement les empêcher d'accéder à ce mode de vie que l'on connaît, nous, en leur disant, effectivement, nous, en gros, on a mal fait, et vous, il faut vous essayer de vous restreindre, donc c'est un peu compliqué. Donc tout cela peut contribuer, effectivement, puisque là c'est mesuré, à une augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère, qui est exprimée en partie par million, qui est passée de 280 depuis très très longtemps, et on vient d'atteindre le seuil des 400. Donc vous voyez que ça fait quand même une augmentation significative à l'échelle de quelques siècles, et vous voyez avec un effet d'accélération depuis quelques décennies. Donc c'est effectivement, ça c'est du mesuré, ce sont des données. Alors, comment ça se traduira ensuite par rapport à des changements climatiques? Donc, vous savez que cet effet de serre, à l'image de ce qui se passe dans une voiture avec des glaces, eh bien, vous avez une lumière transparente qui traverse donc ce verre ou ces gaz à effet de serre. Et on sait qu'il y a une réémission à partir de la Terre qui favorise l'infrarouge, qui est retenu, donc qui est réémis au niveau de la surface de la Terre. Heureusement que ça existe, sinon on aurait moins 18 degrés, tel que le calculent les spécialistes, et on ne serait sûrement pas là. Donc cet effet de serre nous permet de vivre, puisqu'il assure effectivement une température moyenne mondiale d'environ 15 degrés, bien sûr avec des variantes en fonction des zones climatiques. Mais effectivement, donc l'augmentation de cet effet de serre, lié en particulier au CO2, mais aussi au méthane et à quelques autres gaz, eh bien, peut conduire à une modification. Et les experts du GIEC, donc du groupement intergouvernemental qui s'occupe du climat, nous donnent des fourchettes qui vont de 0,5 à 5 degrés au niveau mondial, sachant que la France, pour l'instant, c'est 1,5 fois l'augmentation moyenne de la Terre depuis 30 ans. Donc, c'est-à-dire que la France, comme on est situé dans l'hémisphère nord, et c'est encore plus vrai plus on s'approche du pôle Nord, plus l'augmentation est importante localement par rapport à la moyenne mondiale. Voilà, donc des changements climatiques qui, évidemment, ne seront pas neutres, et c'est un des sujets sur lesquels on travaille au niveau de la viticulture, que je n'ai pas le temps, évidemment, de développer aujourd'hui, avec probablement, pour l'instant, on va dire, plutôt des effets positifs, ici pour des régions, on va dire, froides ou intermédiaires, depuis Mâconnais, Champagne, Bourgogne, Val-de-Loire, qui peuvent commencer à être un peu problématiques dans les zones sud de la France, avec des augmentations de degrés, parfois des degrés potentiels de 16 ou 17 dans certaines régions du sud. Le problème également de l'eau qui va se poser, le problème peut-être aussi de l'adéquation cépage traditionnelle vis-à-vis du potentiel climatique de la région, autant de sujets que l'on travaille dans ces différents projets, notamment ces différents projets européens. Donc l'idée, c'est effectivement d'associer, en complément de la vision énergétique par rapport à des contraintes économiques, aussi cette vision de bilan carbone, cette vision d'impact effet de serre. Et donc un travail a été fait donc sur une synthèse effectivement des différentes démarches réalisées en France et une aide pour réfléchir à cet aspect calcul bilan carbone et également opérationnel pour réduire son impact effet de serre. Alors, au-delà de notre vie au quotidien, donc c'est vrai que l'agriculture comme la viticulture, bon, je n'ai pas retrouvé de schéma, ça serait intéressant à faire d'ailleurs, mais au niveau viticole, donc l'agriculture a vu son développement avec une explosion aussi, donc après notamment la Deuxième Guerre mondiale, par effectivement transfert de technologies issues des guerres, donc technologie, chimie, et aussi possibilité d'utiliser des énergies fossiles. Donc les gains de productivité, moi je suis fils d'agriculteur, donc c'est vrai que la ferme des 30-40 hectares de mes parents, maintenant c'est plutôt 300 ou 400 hectares pour occuper une personne en permanence. Bon, les gains de productivité sont peut-être un peu inférieurs en viticulture, mais enfin on a quand même eu la vendange mécanique, on a eu l'introduction des tracteurs, enfin, la viticulture a connu un petit peu le même processus, y compris au niveau des processus de transformation, donc de vinification. C'est vrai que tant qu'on n'avait pas l'électricité, les sources d'énergie, je vous ai mis une cave traditionnelle bourguignonne, dans la conception, et ça rejoint l'intervention de Julien tout à l'heure, dans la conception traditionnelle de la cave, on était bien obligé de trouver les solutions les plus rationnelles
n'ayant pas ce subterfuge d'intervention complémentaire au niveau du chaud et du froid, en tout cas limité, eh bien en fonction de l'exposition, en fonction effectivement de l'inertie, donc l'utilisation de l'inertie du sol et du sous-sol par des caves enterrées ou semi-enterrées, eh bien, mais on était soumis au cycle immuable des saisons et des conditions météo de l'année par rapport au processus de vinification. Ça a été évoqué pour la Malo. Souvent, la Malo ne démarrait effectivement qu'au printemps. Donc après, ce qui peut poser effectivement des problèmes commerciaux, des problèmes de stabilité, etc. Donc depuis quelques décennies, eh bien, aussi au niveau de l'œnologie, les impératifs qualitatifs, donc la nécessité d'avoir une parfaite stabilité biologique, physico-chimique, en particulier des vins qui parfois font le tour du monde, la nécessité économique de parfois réduire des cycles de vinification, le fait aussi que c'était parfois plus facile de mettre des chais, des caves en surface, donc les technologies, les applications thermiques se sont développées. Ça a été d'ailleurs la base de l'œnologie, finalement, qui c'était à partir d'une approche empirique de connaissance de ces aspects thermiques, de les formaliser et d'optimiser les processus. Et donc, c'est effectivement, au travers d'un ouvrage que j'ai eu l'occasion de rédiger avec André Baugirard, un peu un inventaire de tous ces besoins thermiques au niveau de la vinification, avec le chaud, avec le froid, etc. Alors, donc, l'idée, pour rejoindre un petit peu les présentations, l'idée, c'est effectivement, bien sûr, ça a été dit, je vais passer rapidement, connaître ses consommations et, si possible, un petit peu par poste, par période, d'optimiser, bien sûr, l'utilisation au niveau des itinéraires. Parfois, le choix d'un itinéraire par rapport à un autre peut avoir des conséquences au niveau énergétique. L'aspect qualitatif, je suis œnologue avant tout, et bien sûr l'aspect le plus important. De développer de plus en plus aussi des dispositifs d'automatisation qui coûtent de moins en moins cher, et donc d'associer effectivement des aspects économiques donc qui peuvent parfois passer par du surinvestissement initial, mais avec des bénéfices. On a vu la difficulté, je l'ai évoqué tout à l'heure, la difficulté effectivement d'évaluer ces bénéfices sur le temps, mais c'est vrai que parfois pour des surinvestissements de 10-20%, on peut avoir des bénéfices qui là, pour une cave, seront pendant plusieurs décennies, qui seront transmis d'ailleurs, bénéfices, c'est un héritage au niveau des enfants et des petits-enfants. Et donc tout cela en ayant également la vision de l'impact sur l'effet de serre. Alors, pour donner quand même, pas rester uniquement conceptuel, et, je voulais, puisque ceux qui me connaissent savent que c'est effectivement mon sujet initial et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, je continue de travailler dessus, donc l'application de ce volet énergie au niveau des effluents. Alors, très rapidement, à partir de quelques diapos. Donc, c'est vrai qu'au niveau du traitement des effluents, bon, vous savez la problématique, risque de pollution pendant les vendanges, avec des pointes au niveau notamment des petites rivières. Donc nous avons développé, et j'en étais un des précurseurs, des techniques technologiques, des principes technologiques qui associent le plus souvent des procédés dits aérobie, donc avec l'aération, cette aération permettant de développer des micro-organismes qui dégradent donc les sucres, les acides, tout ce qui est matière organique soluble. Et tout cela, évidemment, étant relativement consommateur d'énergie. Parallèlement, ce processus génère, en complément de l'aspect énergétique, des boues donc qu'il faut ensuite gérer. On sait que la gestion des boues, il y a beaucoup de cahiers des charges, je suis aussi agriculteur, qui empêchent maintenant de pouvoir faire des épandages dans des cultures comme le blé, etc. Et donc on a de plus en plus de mal par rapport effectivement à l'épandage. Bon, parallèlement, on n'avait pas toujours des intégrations paysagères heureuses. Donc l'idée, pour faire évoluer, intégrer finalement une approche durable par rapport à une approche strictement environnementale. L'approche environnementale, c'est de traiter les effluents. Intégrer durable, c'est de se dire on traite les effluents avec une technique efficace, mais en ayant la vision énergie, paysage, etc., l'ensemble des aspects de la durabilité. Et donc, on a travaillé notamment sur des systèmes dits de lit planté de roseaux, alors qui sont utilisés depuis quelques années en complément de procédés classiques, avec un bassin aéré ou une cuve. Et donc, ça permettait effectivement, on sait que la fin de traitement, c'est un peu compliqué, de finaliser ce traitement avec moins d'énergie et de pouvoir envoyer également les boues
biotransformés donc en roseaux, donc c'était un bénéfice. Et ça fait un moment qu'on cherchait effectivement une opportunité d'avoir un traitement direct, c'est-à-dire en se passant du processus aérobie en amont, et du coup d'avoir un gain énergétique. Donc ce principe est simple, ce sont des roseaux, des plantes qui s'adaptent à des conditions à la fois très humides et très sèches. Alors quand c'est très sec, vous avez l'impression que les roseaux sont morts, mais non, grâce au rhizome, ils reprennent vie dès lors qu'il y a un petit peu d'eau. Et donc on a une biotransformation grâce à ce support racinaire très dense qui sert effectivement à fixer les micro-organismes. Et dans ce cadre, je vais très vite parce que je ne veux pas mobiliser le temps, dans ce cadre, on a eu l'occasion effectivement de collaborer avec une société italienne qui, plutôt que d'utiliser le sable, qui est le substrat classique des roseaux traditionnels, qui sont aussi utilisés dans les communes, dans les petites communes, eh bien, une zéolite, qui est une roche volcanique très absorbante et qui multiplie par 3 ou 4 le potentiel de biodégradation du système. Parce que de cette part microporosité, eh bien, on a effectivement une intensification des processus biologiques. Et ainsi, on arrive à traiter des effluents sous réserve qu'ils ne soient pas hyper chargés. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une politique amont de récupération des bourbes, des lits, etc. Donc de faire un traitement direct. Vous avez au niveau de la photo un grand producteur italien de la région du Barolo, Gaia, qui fait quand même 700 000 bouteilles, et avec un traitement, donc vous voyez, on a juste un système de dégrillage pour enlever les aimants les plus grossiers, qui pourraient être d'ailleurs mis dans une cabane, ce qui sera fait, je pense, et puis de lits plantés de 120 mètres carrés. Tout cela intégré, parce que c'était la contrainte, un bassin n'aurait jamais pu être envisageable, puisque c'est au milieu des maisons, et donc ça fonctionne correctement. Il y a maintenant une trentaine d'installations, et on poursuit les travaux sur ce sujet. Voilà, alors pour terminer, pour arriver un petit peu à la fin de mon intervention, et effectivement dans le prolongement de l'intervention de Sophie, par rapport aux effluents, l'idée, ça peut être, pas directement, enfin, quoique ça peut présenter un aspect énergétique, éventuellement le recyclage de l'eau, qui peut intéresser des régions sud, et aussi d'intégrer les effluents pour avoir une valorisation énergétique, donc avec les marbres, les bourbes, les lits, et peut-être d'autres sous-produits, parce que le problème de notre production, de notre gisement, c'est qu'il est sur un temps très court. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être avoir d'autres sous-produits, et d'intégrer tout ça dans une vision de production d'énergie. Donc associant les effluents, c'est un peu le prolongement d'un des projets européens en cours, sur lequel on travaille. Et pour terminer, ben voilà, une conclusion que j'utilise souvent avec mes étudiants. Nous ne faisons qu'emprunter notre planète, et pour notre viticulture aussi, les paysages et les terroirs de nos enfants. Merci de votre attention.